Bon, bah, bonsoir à toutes et à toutes. Vous êtes nombreux. Je vois quelques têtes que je connais déjà. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est la première fois qu'ils viennent au Flutter Paris? Ah, oui, quand même, quand même. D'accord. Juste pour voir un peu qui est-ce qu'on a. Est-ce qu'il y en a qui travaillent quotidiennement sur Flutter aujourd'hui? Ah, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, ok. Est-ce qu'il y en a qui explorent un petit peu, qui passent quelques heures par semaine comme ça pour voir? Ok. Et qui est-ce qui découvre et qui s'intéresse à la techno et qui regarde si ça vaut le coup d'y aller? Ok, super, super, super. Bon, alors, eh ben, ce soir, on va déjà commencer par remercier Dailymotion. Dailymotion qui nous reçoit ce soir, donc merci Dailymotion. Et on va aussi remercier notre sponsor de toujours, JetBrains, qui aujourd'hui nous propose une petite tombola. Puisqu'il vous propose de gagner ce soir 1 an de licence gratuite pour un des IDE de JetBrains. Pour participer à ça, vous allez avoir les sondages qui vous attendent à la fin des présentations. Et donc vous pourrez, vous aurez une case pour sélectionner pour dire si oui ou non vous voulez participer. Et on fera un tirage au sort donc pour voir qui est-ce qui gagne la licence. Et a fortiori, bon, on les remercie 2 fois parce que c'est pas une, mais ce sont 2 licences qui sont à gagner aujourd'hui, donc plus de chance. Je vous remets aussi les réseaux sur lesquels vous pouvez nous trouver. Vous pouvez retrouver les conférences sur YouTube. Vous pouvez aussi suivre notre Twitter pour voir les événements que l'on fait. Bien, et ce soir donc, alors, ça va être une soirée en 2 parties. Une première présentation pour voir toutes les nouveautés du monde Flutter, Android, iOS, qui sera fait par moi-même et par Edouard. Et une deuxième partie, Rémi, un habitué de Flutter Paris, nous parlera d'un thème qui lui aussi revient souvent, c'est dire son importance, c'est la gestion de l'état avec Flutter, et il viendra nous présenter Provider. Programme chargé donc, et je vous propose de commencer tout de suite avec l'actualité en Flutter et dans le monde Flutter et Dart. Et on va commencer avec Flutter. Donc, je vais remonter jusqu'à notre dernière conférence qui était fin avril, et donc depuis 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé depuis... J'ai plus ça. Test, test. Ouais, si, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ok. Donc, voyons voir les nouveautés depuis la Google I.O. Et bien, depuis la Google I.O., il y a eu 2 nouvelles versions stables, c'est-à-dire 2 versions majeures de Flutter qui sont sorties. Et je vous propose de regarder un petit peu les nouveautés qu'elles ont apportées. Alors, on a vu la première version, la version 1.5, qui était sortie, donc annoncée à la Google I.O., de son vrai nom officiel, la V1.5.4.hotfix. Très sexy. Et donc, cette version, elle a apporté pas mal de corrections de bugs et d'amélioration de stabilité par rapport à la 1.2. 2 éléments quand même à en retenir de cette version-là. C'est déjà le support de nouveaux types d'interfaces, le stylet, la souris, le clavier. Donc, tout ce qui va vous permettre de faire des applications, par exemple pour iPad avec le stylet, mais également de pouvoir commencer à faire des applications Flutter Desktop, Flutter Web. Voilà. On a un début de support de ces devices-là. Je vais y arriver. Sachant aussi que, histoire de toujours aller dans la direction d'un framework multiplateforme, on a les implémentations des différents OS, Windows, Mac et Linux qui ont été rattachés à Flutter, à l'ensemble des repos qui constituent Flutter. Donc voilà, ce ne sont plus des projets séparés, ça fait bien partie de l'ensemble du code qui est écrit pour Flutter. Donc voilà, on a vraiment une bonne volonté de faire de Flutter Desktop vraiment une part de Flutter. Et autre chose, un manquement jusque-là très important qui a enfin été résolu pour les applications mobiles, il y a enfin un plugin qui permet de faire de gérer les achats in-app dans vos applications. Donc voilà, maintenant à partir de 7.1.5, vous aurez la possibilité de mettre dans vos applications mobiles des achats in-app, donc vous aurez tous les types. Plugin officiel de Flutter. Donc voilà les 2 gros points qu'il faut retenir de cette version. Pas mal de petits changements, mais voilà, c'est ce qui est important.
Voilà, et donc ça c'était la 1.5. Depuis, il y a eu aussi la version 1.7 qui porte aussi son nom superbe, 1.7.8 hotfix.2. Donc cette version, elle a été annoncée le mois dernier et elle est arrivée d'ailleurs en stable il y a très peu de temps, 1 ou 2 semaines, peut-être 2, je crois. Donc là encore, beaucoup de résolution de problèmes, d'issues, de stabilité, mais là on va avoir un peu plus de changements importants à retenir. Et on va commencer par regarder ce qui s'est passé du côté d'Android. Alors, à commencer par le support d'Android X. Donc, Android X, c'est ce qui va remplacer l'Android Support Library et qui va permettre de gérer, comment dire, tous les paquets vont devenir indépendants les uns des autres et ne dépendent pas des versions de SDK, ce qui va du coup permettre d'avoir un meilleur support de plein de versions différentes. Donc, indépendante du SDK pour les paquets Android. Donc, on avait eu pendant les quelques derniers mois beaucoup de plugins qui avaient été mis à jour pour migrer sur Android X. Donc ça, pour ceux qui d'ailleurs ces quelques derniers mois ont développé sur Android, vous avez pu avoir sûrement des belles surprises par rapport à ça. Restez maintenant les projets Flutter en tant que tels. Maintenant, vous avez la possibilité donc de créer vos projets directement avec Android X et donc de vous éviter certaines surprises que vous auriez pu avoir avec la migration. Deuxième chose, toujours sur Android. Alors là encore, pour ceux qui ont un compte développeur Google Play, vous avez peut-être pu recevoir récemment un mail vous indiquant qu'au 1er août, vous devrez déployer vos applications en 32 et en 64 bits pour pouvoir les déployer. Donc, si jusque-là, vous pouviez sans problème build des APK Android en 32 et en 64 bits, ce n'était pas le cas des app bundles. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les app bundles vous permettent en fait de, bon, vous continuez d'envoyer votre application en entière au Play Store, mais ensuite le Play Store se charge de n'envoyer à chaque device qui télécharge votre application que ce dont il a besoin. Par exemple, juste les traductions dont il a besoin. Donc, ça vous permet d'avoir des applications qui sont moins volumineuses pour l'utilisateur, très pratique, sauf que jusque-là, Flutter ne supportait pas le build d'APK en 64 bits, ce qui est maintenant résolu. Donc, vous allez pouvoir être prêt pour la deadline du 1er août. Troisième chose, nouveau widget, très important, le Range Slider. Alors, le Range Slider, qu'est-ce que c'est? C'est un widget qui va vous permettre de sélectionner un intervalle de valeur. Il ressemble à ceci. Donc voilà, vous avez maintenant la possibilité d'utiliser ce widget. Je vous invite à aller voir l'article de Didier Bollens qui a traité en détail de ce widget, avec notamment les possibilités de customisation que vous allez pouvoir apporter pour que ça colle plus à d'autres styles que le material design. Donc voilà, je vous invite à aller voir son article, il est très complet sur ce sujet. Je laisse un peu le temps pour noter si jamais il y en a certains qui prennent en note. Autre chose, côté iOS cette fois, l'édition de texte, tout ce qui concerne l'édition de texte sur iOS a été modifié. Pourquoi? Parce que jusque-là, en fait, l'expérience d'édition de texte que vous aviez sur iOS était la même que sur Android, ce qui du coup faisait un décalage avec ce que vos utilisateurs iOS avaient comme habitude d'utiliser. Donc, qu'est-ce qui a changé pour s'adapter au comportement natif? Première chose, la possibilité de gérer la navigation sur le clavier. Par exemple, là, sur Android, vous aviez la possibilité de faire des déplacements horizontal sur la barre espace. Sur iOS, vous aviez le déplacement vertical et horizontal. Donc maintenant, voilà, c'est géré sur les widgets matériels et Cupertino. Sur iOS, vous avez la possibilité, enfin, vos utilisateurs ont maintenant la possibilité d'utiliser cette feature comme sur leurs autres applications natives. Pardon, j'avais oublié de mettre la vidéo. Donc voilà, matériel Cupertino. Autre chose, donc pareil sur l'appui d'un mot, vous aviez donc jusque-là le geste Android qui se faisait. Sur iOS, vous aurez maintenant donc le curseur qui se passe bien en fin de mot. Voilà, comme ceci. Sur la sélection de texte et le double appui, jusque-là, vous aviez toujours, notamment sur les widgets matériels sur iOS, vous aviez toujours le sélecteur matériel qui apparaissait, inconsistant avec l'environnement iOS. Donc maintenant, vous aurez bien le sélecteur iOS. Et enfin, sur l'appui long et déplacement, pareil, ce geste a été adapté. Donc plutôt que d'étendre la zone sélectionnée, vous allez avoir le placement du curseur et l'apparition de l'outil de sélection natif également.
Donc voilà, tout ça est valable sur les widgets Cupertino Material sur iOS. Donc maintenant, vous aurez, vous aurez sur iOS une expérience utilisateur qui sera plus raccord avec ce à quoi vos utilisateurs sont habitués. Plus anecdotique, Flutter supporte maintenant les gamepads, les manettes de jeu. Donc maintenant, vous pouvez développer une application Flutter qui tire parti d'une manette de jeu. À voir ce que vous pouvez en faire, mais c'est intéressant. Nouveau device potentiel. Et enfin, Flutter 1.7 utilise Dart 2.4. Et ça, je vais y revenir juste après, sur mon passage sur Dart. Donc voilà les grosses nouveautés à retenir de cette version 1.7. Et je vous propose maintenant de regarder ce qui va être prévu pour les quelques prochains mois en termes de widgets. Donc on va regarder un peu ce qui va se passer du côté des deux librairies Material. On va commencer par Material, on verra Cupertino après. Donc du côté de Material, vous allez avoir maintenant la possibilité, enfin elle est déjà possible, pas en stable, la possibilité de gérer le mode sombre, avec notamment la possibilité de définir deux thèmes, un normal, un sombre, donc comme ça, voilà, avec un switch assez facile. Donc ça arrivera. Également, le sélecteur de date Material va être remplacé pour quelque chose qui sera plus adapté aux petits écrans et qui vous permettra, comme vous voyez sur l'image, de sélectionner des champs de date, ce qui n'était pas possible maintenant. Donc voilà, ce widget-là va changer. Par ailleurs, gros ajout, vous allez avoir aussi la possibilité de mettre des barres de recherche et vous allez avoir un support pour les barres de recherche persistantes, Material Design. Donc voilà, ce nouveau widget apparaîtra très bientôt. Nouveau widget également, le segmenté de contrôle, soit forme Material ou toggle button, selon comment on l'appelle. Donc voilà, ce widget qui vous permettra de faire l'équivalent de segmenté de contrôle en fait en iOS, en Android native. Donc voilà, ça aussi apparaîtra bientôt. Nouveau widget, la possibilité de faire des listes réorganisables. Donc plus pratique qu'une liste vue classique, avec des animations pour insérer, supprimer, déplacer des objets qui seront directement en place. Donc voilà, ça vous donnera un peu plus de latitude pour réorganiser des listes. Et enfin, mais Sideward vous en parlera plus en détail, Flutter supportera la nouvelle navigation par geste qui sera apportée avec Android Q. Donc voilà, ça aussi, ce sera prêt pour cette version-là. Donc voilà les grosses nouveautés qui arriveront dans la librairie Material. Je vous propose de regarder maintenant ce qui se passera de l'autre côté, côté Cupertino. Et bien pareil, le mode sombre aussi, qui arrive en fait avec iOS 13. Alors toutes les nouveautés dont j'ai parlé arrivent avec iOS 13, donc c'est une adaptation par rapport à ce qu'il y a en natif. Donc vous allez avoir aussi de ce côté-là le support du mode sombre. Vous allez également avoir la possibilité de faire un nouveau type de présentation. Donc Apple introduit cette nouvelle présentation modale sous la forme de carte, et donc ça aussi, vous aurez la possibilité de faire des routes dans ce style-là. Troisième chose, Apple introduit le menu contextuel, mais qui n'utilise pas 3D Touch. Vous savez, cette fonction avec un appui avec une certaine force, qu'Apple commence un petit peu à délaisser. À côté de ça, ils ont fait donc un menu contextuel qui, je crois, apparaît sur un appui long à vérifier. Donc voilà, vous aurez aussi la possibilité dans vos applications Flutter de mettre en place ce type d'interaction grâce à... Enfin, vous le retrouvez dans la librairie Cupertino, je vais y arriver. Pareil, alors toujours dans l'esprit de s'adapter au comportement natif, Apple introduit de nouveaux gestes d'édition de texte. Des gestes à 3 doigts, pincer pour copier, relâcher pour coller, swipe à gauche, swipe à droite. Tout ça aussi sera supporté pour ces widgets-là. Le Cupertino Switch sera redessiné. Alors personnellement, je ne vois pas de différence, mais il sera redessiné. De la même manière, là c'est un peu plus visible, le segmenté de contrôle prendra aussi le nouveau design d'iOS 13. Également, vous allez avoir la possibilité d'utiliser cette nouvelle police. Alors Apple a créé cette police SF Symbols, qui en fait sont tout plein d'icônes que vous pouvez faire varier comme une police finalement. Et donc celle-là sera disponible nativement sur iOS 13. Vous aurez aussi la possibilité de l'utiliser dans vos applications Flutter. Autre nouveauté, les scroll view.
vont donner la possibilité de saisir et de faire glisser la barre de défilement. Là aussi encore, ce sera supporté. Et enfin, dernier gros ajout, last but not least, une barre de recherche aussi, côté Cupertino. Vous aurez maintenant, enfin, la possibilité d'avoir ce widget-là. Donc voilà les gros changements qui arriveront du côté, enfin les gros ajouts plutôt qui arriveront du côté des widgets Material et Cupertino. Et ces changements ont été annoncés dans les 3 prochains mois, c'est-à-dire du coup pour la prochaine version stable, vu que la 1.7 vient de sortir, donc la prochaine sera dans 3 mois. On pense que ce sera à ce moment-là que toutes ces annonces seront intégrées à Flutter. Donc voilà ce qui résume à peu près les gros points importants des dernières semaines du côté de Flutter. Alors je vous ai parlé de Dart 2.4, donc je vous propose d'en parler maintenant. Donc Flutter 1.5 tournait sur Dart 2.2. Depuis deux nouvelles versions, 2.3, 2.4. Alors si il y a eu une quantité de petits changements sur les deux versions, je voudrais quand même m'attarder sur les nouveautés de syntaxe qu'il y a eu sur la version 2.3 et donc dont vous pourrez bénéficier à partir de Flutter 1.7. À commencer par la possibilité de mettre des conditions directement dans vos collections. Prenons un exemple. Vous voulez faire un row avec plusieurs children, mais un icon button uniquement si vous êtes sur Android. Vous pourrez l'écrire comme ça, par exemple, c'est-à-dire déclarer votre collection, et puis, conditionnellement, ajouter un nouveau widget. Pourquoi pas? Maintenant, vous allez avoir la possibilité de le faire comme cela, c'est-à-dire directement dans votre collection, vous allez pouvoir ajouter une conditionnelle, ce qui va vous simplifier grandement l'écriture. De manière d'ailleurs corollaire, si jamais vous utilisez déjà des conditionnels directement en déclarant vos widgets, vous utilisez sûrement les ternaires. Vous allez avoir la possibilité de ne plus les utiliser, donc de ne plus rajouter des containers vides inutilement. C'est-à-dire que cet exemple, par exemple, devient ceci. Sans ternaire, sans container, et un peu plus verbeux, donc un peu plus lisible. Donc voilà, c'est voilà ce que permet donc cette première fonctionnalité des ifs directement dans vos collections. Deuxième ajout, un nouvel opérateur, l'opérateur spread. Donc prenons là encore un exemple. Mettons, bon, voilà, build header vous donne un widget. Build list styles, lui, vous en donne plusieurs, vous devrez une collection. Donc vous allez devoir l'ajouter comme ceci. Et puis enfin, vous devez ajouter un troisième footer avant de le passer à votre list view. Donc voilà comme on pouvait ajouter plusieurs items d'une collection dans une autre. Maintenant, avec ce nouvel opérateur, vous allez avoir la possibilité de l'écrire directement comme ceci, c'est-à-dire avec les 3 points juste devant votre fonction qui vous retourne une liste, et tous les items seront donc ajoutés à cet emplacement-là directement dans votre collection. Donc là encore, grosse simplification d'écriture. Vous voyez que c'est assez léger comme écriture par rapport à l'opération. Donc voilà, vous allez pouvoir simplifier ça, puis aussi éviter les colonnes imbriquées dans les colonnes ou des choses comme ça. Donc c'est une très bonne chose. J'attire du coup votre attention aussi sur le fait que vous pouvez cumuler bien sûr les deux et donc ajouter tous les items d'une liste de manière conditionnelle dans une autre. Donc voilà, voilà les deux premières simplifications d'écriture. Et puis enfin, de manière un petit peu symétrique, au if dans les collections, vous allez avoir la possibilité de mettre des for dans les collections. Encore, prenons un exemple. Vous avez donc une liste de commandes, dont certaines que vous ajoutez en mappant d'autres listes. Bon, mappant ou voire même en triant avec where. Donc voilà, aujourd'hui, vous pourriez l'écrire comme ça, cet exemple-là. Maintenant, vous allez pouvoir l'écrire de manière un petit peu plus verbeuse, un petit peu plus explicite, en utilisant des for directement dans vos collections, plutôt que de mapper, plutôt que de filtrer avec des where. Vous pouvez l'écrire directement comme ça. Notez aussi un if intégré directement dans notre collection. Donc voilà, c'est un petit peu plus verbeux, peut-être plus explicite à la lecture comme ça. Donc voilà, voilà les 3 gros ajouts de Dart qui auront un impact et qui vous faciliteront un petit peu la vie.
Donc voilà pour Dart. Je vous propose de faire un petit créneau par Flutterweb. Puisque donc Flutterweb qui vient de Hummingbird, qui est donc devenu Flutterweb très récemment. Alors en l'état, depuis la Google I.O., on n'a pas eu de grosses annonces qui ont été faites à ce sujet-là, donc pas de version majoritaire. Et il reste encore quelques limitations actuelles qui fait que ce n'est pas encore exploitable tout à fait en production, hein, donc je les rappelle quand même. C'est vrai que c'est une technical preview, donc elle peut beaucoup évoluer, beaucoup de breaking change aussi à prévoir. Donc voilà, ce qui marche aujourd'hui ne marchera très sûrement pas demain. Deuxième chose, c'est encore un fork de Flutter, c'est-à-dire que les deux projets évoluent de manière parallèle, mais ils sont isolés les uns des autres. Ils partagent virtuellement pas grand-chose entre eux. Donc, là encore, vous ne bénéficiez pas des mêmes évolutions. Donc, encore, voilà. Mais là, par contre, la conséquence directement que ça a, c'est que vous n'avez pas de système de plugin. Vous ne pouvez pas utiliser les plugins que vous trouvez sur Pub directement. Alors bien sûr, il y a des solutions temporaires qui ont été étudiées. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Alois Daniel ou Kevin Sego qui ont écrit des articles très intéressants à ce sujet pour essayer de voir comment partager du code entre Flutter et Flutterweb. Mais ce sont des solutions temporaires, c'est-à-dire que pour l'instant, à titre officiel, sur quelques plugins qui existent aujourd'hui, ce sont soit des forks, soit des portages qui ont vocation à disparaître. Par exemple, pour les besoins de l'exercice sur Flutterweb, vous allez avoir un ou deux plugins disponibles, Dart HTML, Dart.js. Ces plugins sont voués à être remplacés. Donc là encore, ce sont des solutions temporaires qui sont mises en place pour l'instant. Et enfin, bon, la gestion des interactions desktop et gestion des différents navigateurs et du navigateur lui-même sont encore un petit peu bancales. Donc voilà, les quatre points à garder en tête si jamais vous voulez explorer Flutterweb en l'état actuel. Voilà, parce qu'on a encore ces limitations. Cependant, malgré ça, ce que je critique quand même, mais on a de très belles choses qui ont été faites dessus. Je vous propose de regarder deux exemples directement sur navigateur. Alors, c'est intéressant si vous voulez voir quelques exemples d'ailleurs qui ont été faits aujourd'hui sur Flutterweb. Alors, ce sont plus des petites démos, mais vous avez donc ce site-là qui réunit différents exemples de projets qui ont été faits sur Flutterweb. Je voudrais quand même vous montrer deux choses. Par exemple, un petit jeu comme ça, vous voyez, hop, qui s'affiche très mal d'ailleurs, mais c'est parce que j'ai pas internet. Ah, ça c'est gênant. Bon, alors, je vous invite à aller voir la démo. Alors, ça tourne plutôt bien. Par contre, vous voyez que voilà, le recadrage, ça traîne. Ça traîne encore. Bon, alors j'ai pas les assets parce que je ne suis pas connecté à Internet, donc je vais passer directement, effet démo, à la suite. Un autre projet qui a été créé par Larva Labs et qui en fait montre les statistiques du repo Flutter depuis sa création en 2015. Donc là encore, vous voyez, c'est très fluide, l'animation ici est très fluide. Voilà, et maintenant au niveau du recadrage, je vais y arriver, ça traîne un petit peu. Mais bon, voilà ce qu'on arrive quand même à faire, c'est plus que du material design, donc voilà, on peut quand même faire des choses avec, mais ça reste de l'expérimentation à l'heure actuelle. Donc voilà pour Flutterweb. Juste pour montrer des petites choses. Hop. Et enfin, je finirai en vous parlant du Flutter Create, donc ce concours qui avait eu lieu en mai, et donc les résultats avaient été annoncés à la Google I.O. Et donc en quoi consistait ce concours? Et bien, je vous propose de regarder une petite vidéo à ce sujet. Voilà, toutes ces applications qui ont été faites avec moins de 5 kilobytes
de code Dart, c'est vraiment très peu. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'avait fait ce concours? Non, il n'y en avait pas. Et donc je vais juste montrer rapidement les résultats. Donc le Grand Prix, premier prix, l'application Compass par ZBAU. Encore une fois, hein, 5 kilobytes, c'est vraiment pas beaucoup. Donc voilà, il avait fait un compas un peu stylisé avec certaines fonctions plutôt sympathiques. Et enfin, je passe rapidement sur les autres pour chaque catégorie. Première application Relax, pareil, pour la beauté visuelle. Pour la qualité du code, pardon. L'application Pocket Piano par Odie Davis. Encore un piano sur Flutter, c'est impressionnant. Et enfin, pour l'exécution globale, l'application TimeFlow. D'ailleurs, cette application a son grand frère sur FlutterWeb, entre guillemets, que vous pouvez trouver. Donc, vous pouvez voir aussi le rendu que ça donne sur le navigateur. C'est assez impressionnant. Et enfin, les nouveautés, pour la catégorie de nouveautés, l'application Events par Noël Jacob. Donc voilà, ce sont les 5 applications qui ont été retenues. Il y en a beaucoup qui ont été publiées. Donc voilà, c'était juste pour vous rappeler les petits résultats du concours. Et donc voilà, c'était les grandes nouvelles autour de Flutter, autour de Dart. Et maintenant, je vais laisser la parole à Edouard qui va vous parler de ce qui s'est passé côté Android et iOS. Alors, merci à tous d'être là. Et du coup, moi, je vais enchaîner en vous parlant de sujets toujours connexes à Flutter. Et donc, le premier, c'est Google Assistant. Et vous allez dire, mais quel est le lien entre Google Assistant et Flutter? Flutter, ça fait des applis, et sur Google Assistant, faire des applis, c'est compliqué. En réalité, c'est que à la Google I/O, donc il y a eu une nouvelle version stable de Flutter qui a été annoncée, et en même temps, en fait, Google, ils ont aussi publié un article sur leur blog, et dans ce post sur leur blog, on a appris quelque chose qui est plutôt intéressant, c'est que désormais, quand vous allez acheter un Google Assistant qui a un écran, notamment là le Google Home Hub, mais il y a certaines parties de l'interface, il y a certaines parties de l'interface, en effet c'est mieux, il y a certaines parties de l'interface qui sont faites en Flutter. Donc ça, c'est une grosse nouveauté qui a été annoncée, c'était plutôt une officialisation. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils ont indiqué que dans le futur, Flutter allait être l'unique plateforme qui allait être utilisée pour l'ensemble de la UI sur les Google Assistants. Donc là aussi, ça démontre que finalement Flutter, jusqu'à présent, c'était plutôt utilisé en interne dans des projets comme AdMob. Maintenant, on voit que c'est en train de prendre vraiment de la consistance. Et également, dans les Google Assistants avec un écran qui sont sortis, donc vous en avez un ici par exemple, donc c'est un Lenovo, et le Twitter de Flutter a expliqué que en fait, les watch face qu'il y a sur ce réveil sont faits en Flutter. Donc voilà, vraiment tout l'aspect Google Assistant est en train de basculer vers Flutter, et on peut comprendre aisément pourquoi, parce que a priori, sur Google Assistant, ça peut tourner sur plusieurs OS. On ne sait pas vraiment lesquels, mais a priori, il y en a plusieurs. Donc, le fait d'utiliser Flutter, ça les arrange plutôt pas mal. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse autour de Google Assistant. Maintenant, je vais plutôt vous parler d'Android puis d'iOS dans un second temps. Donc l'idée, c'est qu'il va y avoir une nouvelle version autant d'Android que d'iOS qui va arriver dans les prochains mois, et dans les prochaines semaines même plutôt. Et pour moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous présenter les nouveautés qui vont vous impacter en tant que développeur multiplateforme. Je ne vais pas lister toutes les nouveautés d'Android Q ou d'iOS 13. Donc la première des nouveautés, c'est le mode sombre qui va arriver sur Android Q. Donc avant, c'était plus ou moins disponible mais maintenant, voilà, il va vraiment y avoir dans tout l'OS un mode sombre qui va être disponible. Et déjà, vous pouvez en tirer parti, parce qu'aujourd'hui, quand vous utilisez une Material App, vous pouvez définir un thème, mais aussi un dark theme, et en fait le dark theme sera utilisé automatiquement quand vous avez une application, du moins quand votre téléphone est en mode sombre. Donc ça, dès aujourd'hui, vous pouvez le faire. Ensuite, dans les nouveautés qu'il y a sur Android Q, et ça c'est vraiment une grosse nouveauté, c'est la partie navigation gestuelle. Alors là, juste une petite démo pour vous rappeler comment est-ce que, en gros, la navigation fonctionne sur Android. C'est pas très compliqué. Vous avez un bouton retour qui, comme vous le savez, vous permet de revenir en arrière, un bouton qui vous permet de revenir à l'accueil, et sinon, vous avez accès aux multitâches. Donc ça, c'est quasiment la même chose depuis les débuts d'Android.
Sur la version actuelle d'Android, donc Android Pie, ils ont déjà essayé un premier truc sur la navigation gestuelle, mais du moins c'est pas terrible et c'est clairement pas au niveau d'iOS. Et donc là, l'idée sur Android Q, c'est d'aller encore plus loin et ils ont essayé d'améliorer un peu leur copie. Déjà, ce que vous pouvez remarquer, c'est que maintenant la barre tout en bas, elle est vraiment extrêmement petite parce qu'on va quasiment être sur une copie de ce que fait iOS. Mais surtout, et c'est là où ça va avoir un impact pour vous développeurs, c'est le fait qu'il n'existe plus de bouton retour. Et pourquoi? Alors je vais vous refaire une démo. Maintenant, quand vous allez vouloir revenir en arrière, il faut faire un swipe sur le côté gauche ou alors sur le côté droit de l'écran. Ça va fonctionner avec l'un ou avec l'autre. Mais du coup, ce qui va se passer, je pense que vous allez aisément comprendre qu'il peut y avoir un problème. Typiquement, si votre application elle affiche un navigation drawer, justement, il faut glisser depuis le bord de l'écran. Et là, en l'occurrence, si on essaye de glisser sur le bord de l'écran, c'est un peu la démo que je vous montre ici. Avec un peu de chance, on affiche le drawer, mais sinon, en fait, ça va afficher le bouton retour, ça marche, bref, pas super bien. Donc, ce qui va se passer, donc aujourd'hui, ça marchote à peu près, mais Google va fournir des vrais API pour en fait dire attention, mon application à cet endroit-là de l'écran, je dois afficher un drawer et donc c'est ce drawer qui doit avoir la priorité sur le geste de navigation. Donc côté Flutter, vous n'allez pas directement parler avec Android, mais Flutter va le faire directement. Et justement, sur la partie Flutter, ils sont en train d'y travailler pour justement permettre de dire attention, il ne faut pas qu'à cet endroit-là, le geste de retour s'affiche, mais plutôt le drawer. Donc voilà, ce truc-là, ça va être, je pense, très important pour vous. Notamment, ça va a priori vous obliger à rebuilder une nouvelle version de votre application, parce que en l'état, vu que vous ne dites pas que dans cette zone de l'écran, il faut justement afficher le drawer, l'utilisateur, quand il va passer sur Android Q, ça va lui faire un peu bizarre. Donc ça, c'est un peu moyen. Donc ça, voilà, c'était une des grosses nouveautés qui va arriver sur Android Q. La prochaine version, j'ai oublié de le préciser, normalement, c'est une version qui arrive au mois d'août. Ensuite, il y a une autre petite nouveauté qui va vous concerner, aussi en tant que dev multiplateforme. Donc jusqu'à présent, sur Android, quand on veut demander la permission, la localisation de l'utilisateur, il faut qu'il en valide l'accès, donc c'est soit oui, soit non. Sur Android Q, ça va légèrement changer, parce que maintenant, l'utilisateur il va pouvoir dire « je ne donne accès à ma position que quand l'application est au premier plan ». Donc, a priori, dans la majeure partie des cas, ça ne va absolument pas vous déranger. Mais si toutefois vous avez une application qui exécute des tâches en fond sans que l'application soit affichée, ça peut vous poser des problèmes dans ce cas de figure assez particulier. Donc voilà, il va falloir penser à le gérer. Alors maintenant, une toute petite fonctionnalité, mais qui, elle, je pense, va vous être vachement pratique. Je pense que ça vous est déjà arrivé que dans votre application, l'utilisateur, pour une raison X ou Y, il n'a plus accès à Internet sur son téléphone. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur Android quand on fait ça? On est obligé de lui afficher l'écran des paramètres. On est obligé de sortir de l'application. Maintenant, en fait, à la place, sur Android Q, vous allez pouvoir demander à ce qu'une petite pop-up s'affiche. Et dans cette pop-up, l'utilisateur il pourra changer le Wi-Fi, changer la data très facilement. Et donc ça marche pour le NFC, ça marche aussi pour le volume. Donc l'avantage de cette solution, c'est que ça évitera à l'utilisateur de quitter votre application, mais vous resterez bien dans le contexte dans lequel il est. Plutôt sympa, je pense, comme nouveauté. Pour continuer, je vais vous parler d'une nouveauté qui est très chiante. Je vous préviens. Autant en tant qu'utilisateur qu'en tant que développeur. Donc aujourd'hui, quand vous faites une application et que vous avez des fichiers à manipuler, vous avez deux choix. Soit vous mettez ces fichiers dans un répertoire privé, et donc a priori là-dessus, il n'y a rien qui va changer, ou alors vous allez le mettre dans le dossier public. Donc dans le dossier public, c'est ce qui est disponible par exemple quand vous connectez le téléphone à un ordinateur. Et ce qui va changer, ça va être très important. Auparavant, vous pouviez dire je veux accéder au fichier qui est à l'emplacement exact, j'en sais rien, SD card, downloads, image.png. Sur Android Q, on n'aura plus le droit de faire ça. Ce sera impossible.
À la place, vous aurez deux possibilités. Dans le premier cas, si toutefois c'est un contenu multimédia, donc c'est-à-dire une image, une musique ou une vidéo, il faudra passer par le Media Store. Alors ça, a priori, côté Flutter, il y aura, je pense, un plugin qui permettra de faire le lien entre les deux et vous éviter de le faire à la main. Mais quoi qu'il en soit, vous ne pourrez plus accéder directement à ce fichier, il faudra passer par déjà ce mécanisme-là. Mais là, on couvre en fait que les fichiers multimédia. Qu'est-ce qu'il en est pour le reste? Si par exemple vous voulez accéder à un fichier qui est dans le répertoire téléchargement, l'utilisateur, on va lui lancer le file picker, c'est lui qui va choisir le fichier et uniquement à ce moment-là, vous aurez le droit de l'utiliser. Donc ça va être extrêmement chiant. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils font ça, parce qu'en plus les utilisateurs, ça va les embêter de tout le temps de devoir faire ça. Mais bref. Par contre, il y a une petite nouveauté qui, elle, est sympa. Auparavant, quand vous désinstalliez votre application, le dossier privé, il est supprimé à chaque fois, là, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous aviez mis des fichiers dans le répertoire public, eux, ils restaient parce qu'il n'y avait aucun mécanisme qui disait « je veux détruire ces fichiers ». Toute cette couche-là à mettre en place, finalement, maintenant, elle va vous permettre de dire que tel fichier qui est dans un espace public, vous voulez ou non le conserver une fois votre appli désinstallée. Donc, parmi tous les trucs chiants de cette fonctionnalité, il y a au moins ça qui arrive en contrepartie. Par contre, bonne nouvelle, rassurez-vous, dans un premier temps, le passage à ce qui s'appelle le Scoped Storage est optionnel. Donc ça veut dire que soit vous dites que votre application utilise les API d'Android Q et vous avez un mode legacy, soit vous dites que vous voulez que votre application utilise les API d'Android Pie. Et dans ce cas-là, en fait, le scope storage est ignoré, pardon. Et donc c'est comme aujourd'hui. Par contre, prochaine version d'Android, obligé de passer par tout ce truc-là. Donc voilà, faites bien attention, ce machin va vraiment vous embêter, et en plus c'est que spécifique à Android, donc quand on fait du multiplateforme, c'est très sympa à gérer. Et pourquoi en fait est-ce qu'ils font ça? Tout simplement parce que Google est un peu dans son idée de partir sur mettre l'accent sur tout ce qui est vie privée. Alors on se dit mais Google et vie privée, bref. Et notamment ça va aussi concerner d'autres petites choses, mais là pour le coup c'est un peu moins gênant. Par exemple, si pour une raison ou une autre aujourd'hui vous utilisiez l'adresse MAC d'un téléphone, désormais cette adresse MAC elle sera générée aléatoirement, donc vous ne pouvez plus vous y fier. Si toutefois vous voulez accéder à ce que eux appellent des device identifier non-resetable, donc par exemple l'IMEI du téléphone, il va falloir demander une permission en plus pour accéder à ces éléments-là. Si toutefois vous voulez accéder au presse-papier, auparavant il était partagé entre toutes les applications, donc votre application pouvait lire le contenu d'une autre. Maintenant ce ne sera plus le cas, vous pouvez uniquement lire le contenu que vous avez publié à l'intérieur. Et enfin, dernière fonctionnalité, si toutefois vous avez une tâche qui s'exécute en fond et que cette tâche doit ouvrir un écran, donc c'est un truc un peu bizarre parce que en gros l'utilisateur il utilise son téléphone et tout à coup il y a votre appli qui va afficher une pop-up en plein écran. Je ne sais pas qui veut faire ça, mais bref, ce sera plus possible sur Android Q. Donc voilà, c'était tout ce qu'il y avait comme nouveauté sur cette nouvelle version qui arrivera donc le mois prochain. Moi, pour résumer, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs embêtants et pas beaucoup de trucs sympas. Mais bref, chacun son avis. Maintenant, je vais vous parler d'iOS, et donc d'iOS 13, qui lui sortira plutôt septembre-octobre. Et vous allez voir qu'il y a plein de fonctionnalités qui sont les mêmes entre les deux OS. Pour commencer, il y a aussi un mode sombre sur iOS. Ouais. Mais là, par contre, sur iOS, les widgets Cupertino, ils ne supportent pas encore le switch entre thème foncé, thème clair. Ce sera le cas, ils vont l'implémenter, donc ça arrivera très bientôt. Mais voilà, contrairement à Material, c'est pas encore mis en place. Sur iOS 13, il y a aussi l'arrivée du Sign-in with Apple. Donc aujourd'hui, votre application, elle utilise peut-être un Sign-in Google, un Sign-in Facebook, j'en sais rien. Mais désormais, sur les applications iOS, vous allez obligatoirement devoir proposer le Sign-in Apple. C'est obligatoire, vous ne pourrez pas passer à travers. Donc pour ça, Apple fournit un SDK, donc uniquement pour iOS, assez logiquement.
Et sinon, ils fournissent un SDK en JavaScript. Donc si toutefois vous avez envie de dire je fais du multiplateforme, d'un côté ce sera du natif et de l'autre côté ce sera du comme on peut en JavaScript. Sachez que pour le moment, il existe déjà un plugin Flutter qui gère uniquement la partie iOS. Donc si vous avez des applications qui vont sortir, commencez à vous intéresser à ce sign-in là. Et juste, je ne l'ai pas précisé, mais pourquoi est-ce que Apple le met en avant? C'est parce qu'il y a la notion de vie privée, là aussi. Et typiquement, l'utilisateur, normalement quand on fait un sign-in, on partage son adresse email. Dans le sign-in with Apple, on peut dire que l'on veut partager une adresse anonyme. Donc voilà, c'est une des raisons. Par contre, c'est absolument pas ça qui explique pourquoi c'est obligatoire de proposer cette fonctionnalité. Mais c'est Apple, quoi. Bref, du coup, une autre fonctionnalité qui peut vous intéresser, vous avez peut-être entendu parler d'un projet qui s'appelle Marzipan, et donc l'idée, c'est que les applications pour iPad vont pouvoir fonctionner sur macOS. Et donc du coup, typiquement, moi quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, cool, ça va faciliter la vie de nous développeurs Flutter pour faire des applications sur les deux plateformes à la fois. Mais finalement, pas tant que ça, parce qu'en lisant ce qui s'échange côté GitHub de Flutter, ce qu'ils expliquent, c'est que ils ont déjà fait le boulot et que, en gros, supporter cette fonctionnalité-là, ils n'y voient pas grand avantage. Et typiquement, ils disent, donnez-nous des éléments pour justement l'implémenter. Et alors, j'ai regardé il y a quelques jours, personne n'avait trouvé encore de réponse. Donc, je vous ai dit, il y a plein de trucs en commun entre Android et iOS. Typiquement, iOS aussi, la permission pour la localisation, elle va changer un tout petit peu. Et maintenant, sur iOS, l'utilisateur va pouvoir dire « je partage ma position avec une application », mais une seule fois. Donc ça veut dire que si vous avez besoin de le faire plusieurs fois, potentiellement il y aura la pop-up qui s'affichera X fois. Mais donc voilà, c'est à prendre en compte. Et quand on fait du multiplateforme, il faut savoir que donc Android, il y a la notion de background à gérer. iOS, il va y avoir cette notion de une fois seulement. Donc ça va être un peu embêtant, mais malheureusement, c'est les contraintes qu'il y aura sur Android et iOS. Mais ce qui est quasiment sûr, c'est que de toute manière, il y aura des plugins qui seront là pour corriger la situation. Ou en tout cas, essayer. Aussi, sur iOS, alors là, c'est côté utilisateur, sur cette permission pour la localisation, de manière relativement aléatoire, parce que j'ai réussi à l'avoir une fois, cette pop-up, et plus ensuite. En gros, quand l'OS va partager la position de l'utilisateur avec une application, finalement, ça va faire plein de positions. Et de temps en temps, en fait, iOS va dire « Hey, tu sais que j'ai partagé toutes ces infos-là avec l'application. Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te va pas ?» Et du coup, ils affichent une petite carte en disant voilà tout ce que j'ai partagé. Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te va pas? Donc, en gros, l'idée derrière, c'est qu'ils veulent essayer de faire de la pédagogie et de dire n'accédez à la permission, n'accédez à la localisation que quand vous en avez vraiment besoin. Et juste pour terminer, parce que sur iOS, honnêtement, il n'y a pas grande nouveauté très intéressante. Mais la première, c'est l'arrivée d'un vrai framework pour gérer les tâches en arrière-plan. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui est attendu côté iOS. Et ça rejoint un tout petit peu le Job Scheduler qui existe sur Android. Donc l'idée, c'est que maintenant, vous allez pouvoir dire « je veux qu'une tâche s'exécute en arrière-plan » et vous allez lui donner des conditions. Par exemple, je veux que ma tâche se lance quand le téléphone est sur batterie. Et automatiquement, votre tâche se lancera. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de cool pour le coup. Petite nouveauté, si toutefois vous avez besoin d'afficher à la fois le flux avant et le flux arrière de la caméra, ce sera désormais possible. Je ne sais pas pourquoi, mais on pourra faire des trucs. Et pour terminer, juste un petit truc, et je l'ai trouvé particulièrement marrant, c'est que désormais sur le NFC côté iOS, on va avoir la possibilité d'écrire des tags NFC. Et en fait, sur Android, ça existe depuis la version 2.3. Je crois que c'était 8 ou 9 ans en arrière. Donc voilà, c'est marrant de voir vraiment les deux OS qui suivent des trajectoires très très différentes. Mais finalement, aujourd'hui, ils implémentent les mêmes fonctionnalités en même temps. Donc voilà, c'était essentiellement toutes les nouveautés qu'on voulait vous mettre en avant sur ce qui s'est passé sur Flutter d'un côté, sur Dart, sur Android, sur iOS, parce que finalement notre dernier meet-up c'était il y a quelques temps, et comme vous avez pu le constater, il y a
finalement plutôt pas mal de nouveautés. Donc voilà, merci à vous. Sans modification à être portée sur macOS? Alors la question c'est pourquoi est-ce que tout à l'heure les gens de Flutter disent que finalement Marzipan ne sert pas à grand chose pour eux. Et donc la réponse c'est que en fait déjà aujourd'hui, là à l'instant T, ton code Flutter peut fonctionner donc sur Android, sur iOS, mais aussi sur Mac, sur Windows, sur Linux. C'est exactement le même code qui existe aujourd'hui. Et du moins la fonctionnalité, voilà, elle existe et ils ne voient pas en quoi passer par ce système-là plutôt que celui qu'ils ont déjà fait servirait à quelque chose. Ça répond à ta question? Oui. Sur le presse-papier, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Alors, juste réexpliquer le presse-papier. Donc aujourd'hui, en fait, quand on fait un copier-coller sur Android, donc si je suis dans une première application, je fais un copier, je vais dans une deuxième application, je fais un coller, et donc ça veut dire que le contenu du presse-papier est partagé entre les deux applications. Sur Android Q, on ne pourra plus copier le contenu de l'application numéro 1. Le presse-papier ne sera plus partagé. Même avec une permission. Alors je sais pas, mais alors il faudrait que je creuse un peu plus parce que j'avoue que j'ai juste lu la doc et j'ai pas testé. Mais concrètement, ce qui est écrit dans la documentation, c'est vraiment le clipboard n'est plus partagé. Donc, à la limite, je vais chercher en même temps que pendant la course de Rémi, comme ça je trouverai la réponse pour tout à l'heure. Mais normalement, non. Ce qui est bête. Mais c'est la notion de vie privée, machin truc. Ok. Bah, merci à tous. Du coup, on va continuer avec Rémi.